D'habitude, je te fais les actus du monde du crowdlending en 5 minutes pour comprendre ce qui se passe dans le secteur et sur les plateformes et réagir à temps pour booster ta rentabilité et pour éviter de perdre de l'argent. Sauf que là, je suis pas sûre de pouvoir tout faire tenir en 5 minutes. Alors j'ai fait mes comptes pour 2022 et le crowdlending continue de me rapporter jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse t'inscrire en bas. Alors cette fois-ci, plutôt que de juste te parler de ce qui s'est passé en décembre, je te propose de revenir un peu sur l'ensemble de l'année qui vient de s'écouler. Parce qu'il s'est passé tellement de trucs sur le marché et sur les plateformes, en tout cas celles où j'investis, que c'est dur de passer à côté quand même. Donc si je résume 2022, t'as des plateformes qui ont changé de structure, d'équipe de direction, bien évidemment elles ont à peu près toutes développé leur offre, certaines plus que d'autres. Mais par-dessus tout, pour bien mal commencer l'année, t'as eu la guerre en Ukraine qui a eu un impact sur toute l'économie et le crowdlending n'y a pas échappé. Tiens, on va commencer par là. L'impact de la guerre en Ukraine sur les plateformes. Alors, comme si la crise du Covid n'avait pas suffi, la guerre en Ukraine en a remis une bonne couche. Concernant l'impact sur le secteur, si on compare avec ce qui s'est passé en 2020, là les avis divergent. Moi il me semble qu'il n'a pas été aussi important que pendant la crise du Covid. Alors évidemment il y a eu une réaction de la part de plein d'investisseurs qui ont cherché à liquider leur portefeuille sur les marchés secondaires, surtout pour les prêts dans les pays voisins de la Russie. Mais ça n'a pas eu l'air d'être la débâcle comme on a vu en 2020. Concernant la réaction des plateformes, alors la plupart ont tout de suite suspendu les prêts des deux pays qui étaient listés sur la plateforme, certaines un peu moins vite que d'autres. Et là, il y a une plateforme qui, à mon sens, s'est vraiment distinguée dans ce contexte-là. Tu te doutes peut-être de ce que je veux dire parce que j'en ai déjà parlé, c'est Peerberry. On peut se plaindre de cette plateforme quand on voit le manque de crédit disponible depuis le début de cette crise, mais je connais aucune autre plateforme qui a fait autant de zèle auprès de ses investisseurs quand ça allait mal. Et en l'occurrence, on peut le dire, ça allait mal. Peerberry, c'est la plateforme européenne d'envergure qui a été la plus sérieusement touchée par la guerre. Alors en plus du fait qu'ils ont communiqué de manière régulière et transparente sur le sujet, Peerberry et notamment Aventus, qui est le groupe derrière, s'est vraiment mobilisé pour rembourser les investisseurs tous les mois. Là, ils ont fini l'année avec presque 60% de remboursement. Et là, j'ai envie de dire, les périodes de crise ont en soi aussi quelque chose de positif dans la mesure où c'est dans ces moments-là que tu vois quelles boîtes ont les reins solides et surtout auxquelles tu peux faire confiance. Et la Peerberry a clairement marqué des points. Sinon, il y a une autre plateforme qui, à l'inverse, a pas mal profité de cette crise, c'est Land. Alors, tu sais peut-être déjà que le contexte actuel a eu des répercussions sur le secteur agricole, ce qui a eu pour effet de booster le besoin en financement des producteurs. Et donc, pour Land, ça a été un peu synonyme d'expansion. Et pareil, le nombre d'investisseurs s'est un peu envolé, surtout au dernier trimestre de l'année dernière. Et puis il y a le cas de Robocash qui est assez intéressant, je trouve. Entre 2021 et 2022, tous les chiffres ont augmenté, certains de manière assez spectaculaire. Je veux dire, Robocash, c'est la plateforme qui me scotche toujours quand je regarde les chiffres. Il y a eu un seul indicateur en baisse, mais qui lui, je trouve, est très parlant. C'est le nombre d'inscrits. Alors je spécule peut-être, mais je trouve que ça peut facilement s'interpréter comme le reflet d'une image russe de la plateforme qui semble lui coller à la peau. Alors cette image-là, l'entreprise cherche à s'en éloigner, vu le contexte géopolitique, ça se comprend. Pourtant, ni le groupe, ni la plateforme, ni les sociétés de crédit qui y sont listées ne sont en Russie. Et surtout, c'est un groupe financier qui a de la bouteille, qui est solide, qui tourne super bien et qui apporte une très bonne rentabilité. En tout cas chez moi. Du coup, honnêtement, une baisse du nombre d'inscrits, ça m'étonne un peu. Voilà, sinon personnellement, j'ai eu un gros coup de bol. J'avais très peu de billes en Russie et même en Ukraine d'ailleurs, du coup l'impact de la guerre sur mon portefeuille et donc ma performance, il a été assez limité. Les temps forts de 2022. Maintenant, je te propose de regarder les événements un petit peu marquants de 2022 sur les différentes plateformes. Je veux dire, à part le conflit en Ukraine. Alors, on commence par Bondora, où on peut vraiment commencer à se poser la question de ce à quoi ressemblera l'année qui vient. Alors, tu sais peut-être déjà que la plateforme avait développé le produit Go & Grow en ce qu'ils ont appelé Go & Grow Unlimited. Alors là, je rentre pas dans les détails, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Là où je veux en venir, c'est que pour soutenir ce produit-là, Bondora a besoin d'étendre son marché pour avoir suffisamment de prêts pour pouvoir répondre à la demande des investisseurs en face. Et cette expansion-là, elle traîne un peu. D'ailleurs, une news au passage, à peine un mois après avoir ouvert son marché aux Pays-Bas, Bondora a annoncé l'avoir refermé. Enfin, temporairement, dit-on, le temps d'évaluer les prochaines étapes sur ce marché pour être sûr de n'intégrer au portefeuille que des prêts qualitatifs. Et a priori, Bondora rouvrira ce marché dans le courant du trimestre en cours. Cela dit, ça illustre assez bien le fait que la plateforme peine un peu à s'étendre. Bon, malgré ça, la plateforme a quand même réussi à faire exploser son volume de prêts le mois dernier, avec un bond de plus de 14%, en s'appuyant essentiellement sur le marché finlandais. Donc il y a aussi des choses positives. Ensuite, il y a Youvo Group qui a également opéré des changements assez marquants, mais je passe quand même assez vite dessus, parce que dans l'ensemble, je trouve qu'elle a roulé pas mal du tout la plateforme. Il n'y a pas grand chose à en commenter. Le directeur a changé de tête,
Le siège social est en passe de déménager de l'Estonie à la Bulgarie, et ce qui est peut-être un peu plus concret pour nous investisseurs, l'offre EU-Vosave a été élargie pour faire un peu concurrence à Bondora Go & Grow, avec un investissement rentable et liquide. D'ailleurs, cette année, Youvo Group a été aussi l'une de mes meilleures rentabilités. Parlons maintenant de Land, cette plateforme qui a une fusée dans les pieds. Alors en plus d'avoir pu profiter de la crise, chez Land, on a vu passer un changement de branding. Alors je te remets le contexte, jusqu'en avril, la plateforme s'appelait Land Secured. Et puis elle a fusionné avec le prêteur agricole Land et elle a repris son nom. À côté de ça, la plateforme a amélioré son interface, notamment avec la mise en place d'un auto-invest et des rapports améliorés. Land, on a l'impression que ça a été un peu une étoile montante l'année dernière, malgré les problèmes dans le secteur, et ça a l'air d'intéresser de plus en plus de gens, suffit de voir la vitesse à laquelle augmente le nombre d'inscrits. En l'occurrence, cet indicateur-là augmente plus vite que les projets, en montant je veux dire. Donc on voit que Land est un petit peu victime de son succès, du coup on espère que ces projets d'expansion vont vite se concrétiser. Chez Mintos aussi, bien évidemment, il y a eu des changements marquants, j'en retiendrai surtout deux. Le premier, c'est l'introduction des notes, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et l'autre changement intéressant, c'est tout frais, c'est que la plateforme est maintenant disponible en France. Alors d'après ces termes, c'est en réponse à la demande croissante de la part des investisseurs français que Mintos vient de leur ouvrir ses portes. Alors pour te remettre le contexte, la plateforme avait fermé son accès aux résidents fiscaux français depuis à peu près début 2020, donc il y a environ 3 ans. Alors je savais que c'était prévu pour cette année, mais j'avoue que je l'attendais bien plus tard. Je suppose que le statut de plateforme régulée a facilité le travail. Et une autre info au passage, c'est que c'est pas juste la plateforme qui sera disponible en langue française, mais aussi toutes les publications du site, aussi bien que le service client. Donc ça c'est cool. Alors, je ferme la marche avec Twino. Et là, j'ai pas vraiment trouvé de point positif. Alors Twino, pour tout dire, j'ai l'impression de marcher un peu sur des œufs. Alors certains se sont peut-être plaints de la grosse chute de prêts disponibles l'été dernier lors de la mise en place des securities, parce que techniquement ça a été un peu plus délicat que prévu. Mais de mon point de vue, l'événement majeur sur la plateforme en 2022, en fait ce sont des événements, c'est les 3 changements de directeur en moins d'1 an. Ça me paraît un peu beaucoup. Twino, si tu as des billes dessus, je pense que ce serait bien de surveiller la plateforme de prêt cette année. Petite réflexion sur le marché. Maintenant, je te propose de prendre un peu de recul pour mener une petite réflexion sur le marché du crowdlending et la direction qu'il a l'air de prendre. Alors quand je regarde ces différentes plateformes, je vois que le taux d'intérêt a baissé un peu partout. Chez Bondora avec Go & Grow Unlimited, chez Youvo avec ses nouveaux initiateurs de prêt, chez Peerberry et chez Robocash qui a fait de même plusieurs fois dans l'année. Alors ma première réaction en voyant ça, c'est de me demander si on est parti pour gagner de moins en moins d'argent en crowdlending à moyen et long terme. Alors c'est un sujet dont on peut débattre vu que le taux d'intérêt c'est pas le seul facteur de rentabilité, mais enfin quand même. Cela dit, on remarque en même temps que cette baisse d'intérêt n'empêche pas les investisseurs de s'intéresser de plus en plus à cette classe d'actifs. Pas seulement en Europe d'ailleurs. Et ça prend de plus en plus de place dans leur portefeuille. Et puis à côté de ça, t'as de plus en plus de régulation à l'échelle européenne. Donc on sent que le marché du crowdlending est en train de mûrir, il est en train de se stabiliser. Maintenant la question, à laquelle j'ai pas tellement la réponse, est-ce que cette stabilisation du marché, c'est plutôt un avantage pour mieux nous protéger investisseurs, ou est-ce que c'est plutôt à considérer comme un inconvénient, vu qu'il faut s'attendre à des rendements moins élevés? Alors si t'as la réponse, je veux bien ton point de vue en commentaire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, pour le coup, ça a été un tout petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que c'était important de passer un peu en revue l'année passée pour mieux attaquer celle qui vient. Alors, pour chacune de ces plateformes, j'ai fait une analyse complète. Si ça t'intéresse, j'ai mis les liens dans la description, mais aussi un lien vers un comparateur de plateformes pour celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Si t'as des questions ou des remarques, évidemment, t'hésites pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!